Je ne me souviens plus du jour exact où j'ai cessé de l'attendre. Mais je me souviens avec une précision presque cruelle du moment où j'ai compris que je respirais encore même sans lui. Comme si l'air avait décidé de continuer à entrer dans mes poumons malgré mon absence totale de volonté de vivre cette respiration seule. Et c'est étrange parce que pendant 4 ans, respirer avait été un geste partagé. Inspirer ensemble, expirer ensemble, dormir ensemble, se réveiller ensemble. Et même quand il n'était pas là physiquement, il occupait l'espace entier de ma tête, de mon corps, de mes gestes les plus simples. Et puis un jour, il n'était plus là du tout, sans cri, sans scène, sans porte claquée, sans drame digne d'un film. Seulement un silence dense, violent, presque physique. Un silence qui faisait plus de bruit que toutes les disputes que nous n'avions jamais eues. Et ce silence a traversé mon corps comme une vague froide, m'obligeant à comprendre beaucoup trop vite que certaines absences ne laissent aucune place à l'illusion. Je m'appelle Lola, j'avais 28 ans. Je vivais à Rio de Janeiro, et sans le savoir, j'entrais à ce moment précis dans la partie la plus étrange de ma vie. Celle où rien n'explose, mais où tout s'effondre quand même. Parce que notre histoire avait commencé d'une manière presque banale, une petite fête chez un ami en commun. Une de ces fêtes où personne n'est vraiment là pour rencontrer l'amour. Lui était là, moi aussi. 2 personnes un peu désœuvrées, un verre à la main, observant la vie se dérouler sans y participer vraiment, jusqu'au moment où je l'ai vu, sa tête, son sourire, sa façon d'être présent sans chercher à attirer l'attention. Et sans réfléchir, je me suis tournée vers un ami pour dire « Simplement je le veux, pas il est joli, pas il a l'air intéressant, je le veux. » Et le reste est cette histoire longue, et pourtant si simple. On nous a présenté, on s'est assis, on a parlé, longtemps, des heures, des conversations où le temps se déforme, où la musique devient un bruit lointain, où les autres disparaissent, où tu souris sans même t'en rendre compte. Et je crois que je suis tombée amoureuse ce soir-là. Pas brutalement, pas avec violence, mais profondément. Comme si quelque chose s'était posé à l'intérieur de moi. Avec une évidence tranquille, on a échangé nos numéros et après cela je ne crois pas qu'on soit resté 24 heures sans se parler, comme si un mécanisme invisible s'était enclenché et refusait désormais de s'arrêter. On a commencé comme tous les couples commencent, sans urgence, sans chaos, sans promesse trop grande pour être honnête. C'était doux, simple, bon. On sortait, on voyageait, on riait. On jouait à être heureux, sans se demander si on méritait cette légèreté. Il n'y avait rien de frénétique, rien d'excessif, seulement cette sensation rare d'être exactement là où il fallait être. Et avec le temps, j'ai compris qu'il était le premier homme avec qui je vivais une vraie relation, pas une esquisse, pas un brouillon, pas une tentative maladroite, une vraie relation. Et nous ne partagions pas quelques éléments de nos vies, nous partagions la vie entière. Ma maison était devenue la sienne, mon lit aussi, mes projets, mes peurs, mes silences, mes dimanches fatigués, mes soirs sans énergie. Il était là quand j'étais malade, quand j'étais épuisée, quand je n'avais rien d'intelligent à dire. Et moi j'étais là aussi, nous nous entendions bien. Nous nous disputions parfois, rien d'extraordinaire, rien d'inhabituel, mais j'étais heureuse, profondément heureuse, occupée à vivre notre vie, mais heureuse. Et il a pris une place dans ma famille, comme s'il y avait toujours été. Il a conquis mes amis, mes voisins, même les gens qui n'aimaient personne l'aimaient lui, parce qu'il avait cette façon naturelle d'exister qui rendait impossible le fait de ne pas l'apprécier. Et avant que quelqu'un imagine une histoire parfaite, une vie idéale, je dis non, ce n'était pas parfait. Rien ne l'est jamais, et l'herbe semble toujours plus verte ailleurs. Nous avions nos failles, nos silences, nos incompréhensions, mais je pensais que c'était normal, que c'était cela aimer quelqu'un longtemps. Je croyais que la solidité venait du temps partagé, des habitudes, des projets communs. Je croyais que le futur se construisait tout seul quand 2 personnes marchèrent dans la même direction. Et je me trompais, parce que c'est lui qui a mis fin à tout, sans avertissement, sans tempête, un jour, au milieu d'une conversation ordinaire, alors que je pensais que nous allions nous voir, parler, arranger les choses. Il a dit que c'était fini, et il n'a plus voulu savoir quoi que ce soit de moi. Je préfère ne pas répéter les raisons. J'ai mon opinion. Elle est forte, elle est claire, mais cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que c'était fini, et que cette fin ne laissait aucune négociation possible. Et alors une question immense s'est imposée à moi. Que fait-on quand tout s'arrête d'un coup ? Mes amis sont arrivés comme des anges gardiens, avec une théorie presque drôle dans sa simplicité. Tu as 3 jours. 3 jours pour pleurer, hurler, te désespérer, casser des choses, insulter la vie. Après, tu arrêtes. Mes 3 jours ont duré environ 2 semaines. 2 semaines de chaos intérieur, de nuits blanches, de tentatives absurdes de comprendre comment on peut disparaître de la vie de quelqu'un sans laisser d'adresse. Puis j'ai compris qu'il n'y aurait pas de retour,
que la seule chose que je pouvais vraiment faire revenir, c'était moi, ma vie, ma joie. Et comme si cela ne suffisait pas, il est parti au moment le plus cruel possible. Il a quitté le Brésil pour l'Europe. Un projet qui était censé être le nôtre, sans rien dire. Et comme je travaillais avec une amie à lui, il lui a demandé de ne m'en parler qu'une fois l'avion déjà. Décollé, je n'ai pas seulement perdu un amour. J'ai perdu une version entière du futur. Et pourtant je respirais encore, malgré tout. Et je ne sais pas exactement quand ni comment cela s'est produit. Mais quelque chose a changé. J'ai déplacé mon regard, ma manière de penser, ma façon d'exister. Et je suis devenue heureuse, pas euphorique, pas naïve. Heureuse, une joie presque fragile mais consciente. Une joie qui ne dépendait plus de quelqu'un d'autre pour exister. Ma transformation était si visible qu'elle a contaminé les autres. Les gens venaient vers moi simplement pour me dire que je rayonnais, et j'ai compris alors que la joie est un acte de résistance. Et avec cette joie, avec cette curiosité retrouvée, avec cette envie d'expérimenter la vie sans demander la permission, les empadas sont arrivés. Oui, les empadas. Parce qu'aucune joie n'est complète sans au moins une empadinha au four. Mais ça est une autre histoire, et elle mérite d'être racontée une autre fois.